Manuel Valls a les coups des franches pour mettre en œuvre sa politique générale. Le Premier ministre français a obtenu ce mardi le vote de l'Assemblée nationale avec 269 voix. Ratification d'un accord historique d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, un pas déterminant vers l'éloignement de Kiev du giron de la Russie. Et puis, première journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Dans un instant, le tour d'horizon de quelques matchs à l'affiche. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre français Manuel Valls était face aux députés à l'Assemblée nationale française ce mardi pour présenter les grandes lignes de sa politique générale orientée vers le libéralisme. À l'issue de sa déclaration, il a obtenu le vote de confiance de l'Assemblée par 269 voix contre 244, une majorité nettement plus faible que celle accordée en avril dernier au premier gouvernement Valls qui avait alors totalisé 306 voix. Je vous propose ici de suivre respectivement un extrait de l'intervention du Premier ministre français et la réplique du chef de file des députés UMP Christian Jacob. Il a notamment annoncé à Manuel Valls qu'il a ses jours comptés pour gouverner la France et qu'il était usé jusqu'à la corde comme le président François Hollande. Le vote de confiance d'aujourd'hui n'est pas un vote banal, c'est un vote déterminant et il engage chacun d'entre nous. Nous ne demandons aucune facilité. La France décide, elle seule, de ce qu'elle doit faire. Mais l'accord entre nos deux pays est indispensable pour relancer la croissance et redonner au projet européen sa véritable ambition. L'Allemagne doit assumer pleinement ses responsabilités. Notre responsabilité commune, celle de la France et de l'Allemagne, est donc historique. Il faut vous rendre à l'évidence, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes aujourd'hui politiquement dans la situation d'un président de Conseil sous la 4e. Vous êtes dans la situation d'un chef de gouvernement qui sait qu'il pourra être mis en minorité à tout moment lors de la session budgétaire. Oui, Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai déjà dit, vos jours sont comptés. Dès votre renomination fin août, on a compris que vous étiez cerné. 147 jours. Pas un jour de plus. 147 jours, c'est beaucoup moins que le temps passé à Matignon par Jean-Marc Ayrault, que vous avez tout fait pour remplacer et pour écarter de ses responsabilités. Loin de la France, l'Ukraine et l'Union européenne ont ratifié ce mardi un accord historique d'association, un accord qui vise notamment à concrétiser l'éloignement de cette ancienne république soviétique du giron de la Russie. Petro Poroshenko affiche le sourire et pour cause, l'Ukraine et l'Union européenne ont ratifié à l'unanimité ce mardi un accord historique d'association, un accord qui concrétise l'éloignement de Kiev du giron de la Russie. Parallèlement à l'accord ratifié, des lois garantissant entre autres une plus grande autonomie des régions pro-russes de l'Est et l'organisation dans les districts séparatistes d'élections le 7 décembre ont été adoptées. Toutes choses qui, selon le président Poroshenko, marquent un premier pas vers l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Dites-moi, qui va maintenant oser fermer les portes de l'Ukraine à l'Europe ? Qui sera opposé à la perspective d'adhésion à l'Union européenne vers laquelle nous faisons aujourd'hui un premier pas déterminant, a-t-il questionné. Sur le terrain à Donetsk, l'accord ratifié est également accueilli avec soulagement. C'est très difficile d'être indépendant, mais je pense que nous devons aller dans cette direction, estime cet homme. Je soutiens l'unité de l'Ukraine. Je suis contre toutes sortes de divisions. J'ai grandi dans ce pays. C'est mon pays, ajoute celui-ci. Du côté de la Russie, le nouvel accord est par contre vu d'un très mauvais œil. Moscou annonce d'ailleurs que son dispositif militaire sera renforcé dans la zone de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en mars par la Russie.
Au Brésil, plusieurs milliers de syndicalistes et fervents de l'activité pétrolière ont manifesté lundi à Rio. Ces manifestants ont ainsi voulu défendre Petrobras, la compagnie publique brésilienne qui se trouve depuis quelques jours au cœur d'un énorme scandale de corruption. Ils ont profité de ce rassemblement pour militer en faveur de la présidente sortante Dilma Rousseff. Des milliers de manifestants dans les rues de Rio au Brésil en pleine campagne électorale. La plupart des syndicalistes et membres du Parti des travailleurs au pouvoir. Au premier rang, des fervents de l'activité pétrolière comme l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Ils sont venus défendre la compagnie pétrolière nationale Petrobras qui se trouve au cœur d'un énorme scandale de corruption. Si quelqu'un a fait une erreur, si quelqu'un a volé, cette personne doit être poursuivie, jugée, et si elle est coupable, elle doit aller en prison. Les travailleurs de Petrobras retrouveront ainsi la fierté de porter l'uniforme. Pour Luiz Inácio Lula da Silva, privatiser Petrobras, comme le préconisent certains candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, est une grave erreur. Qui peut être contre le fait que 75% des royalties vont dans l'éducation de notre pays et 25% pour la santé? Certainement pas un travailleur brésilien, certainement pas un pétrolier, certainement pas un Brésilien qui aime son pays. Parce que le pétrole est le passeport pour le futur de ce pays. L'ancien président brésilien a par ailleurs profité de ce rassemblement pour soutenir et militer en faveur de la présidente sortante Dilma Rousseff. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre au Brésil. Un attentat suicide taliban contre un convoi des forces étrangères a secoué ce mardi le centre de Kaboul, faisant plusieurs blessés. Il s'agit là de la première attaque depuis plusieurs semaines dans une capitale afghane en pleine paralysie politique née de l'élection présidentielle contestée. L'explosion a eu lieu vers 8h heure locale, à une période de pointe du trafic matinal près de l'entrée de l'ambassade américaine, installée entre l'aéroport et le quartier où se trouvent à quelques centaines de mètres nombre d'autres ambassades, une base militaire américaine et la Cour suprême afghane. Plusieurs civils semblent grièvement blessés, ont rapporté des témoins dans l'attente d'un premier bilan des autorités sur le nombre exact de victimes. L'explosion, d'après des témoins, a été violente, projetant sur le côté et détruisant l'un des véhicules du convoi militaire. L'attentat a été aussitôt revendiqué via Twitter par des rebelles talibans qui luttent depuis fin 2001 contre le gouvernement afghan et ses alliés de l'OTAN. Il s'agit là de la première attaque à Kaboul depuis plusieurs semaines. Elle intervient à un moment où la classe politique afghane tente de mettre fin au blocage entre les deux candidats au second tour de la présidentielle, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani, qui revendiquent la victoire. Sur le continent africain, la cour martiale du Nigeria vient de condamner 12 soldats à mort pour mutinerie. Ceci après que des tirs eurent visé leur officier de commandement. L'incident s'est produit à Maïdougourou, dans le nord-est du pays. Mutinerie, complot criminel, tentative de meurtre, désobéissance, insubordination et fausses accusations. Ce sont là les chefs d'accusation retenus contre les mises en cause. 18 soldats au total à être jugés. 12 ont été condamnés à mort, 1 à 28 jours de travaux forcés et les 5 derniers acquittés. En effet, ces soldats, parmi tant d'autres, en première ligne dans la lutte contre l'insurrection des islamistes Boko Haram, se sont souvent plaints du manque d'armes et d'équipements adéquats pour affronter les rebelles. Après la mort de nombre de leurs camarades dans une embuscade islamiste, ils auraient exigé que le général Amadou Mohamed, commandant de la 7e division en pointe dans la lutte contre Boko Haram, leur fournissent des explications, mais en vain. Sur ces entrefaites, selon des témoins, les soldats sont devenus indisciplinés et ont par la suite lancé des pierres et tiré des coups de feu en l'air à l'arrivée de l'officier. Ce dernier n'aurait eu la vie sauve que de justesse. Les inculpés ont tous plaidé non coupables. Dans cette affaire, explique le président du tribunal, Chukwuemeka Okonkwo, le tribunal a notamment pris en compte son impact probable sur les opérations contre-terroristes dans le nord-est, ainsi que ses implications sur la sécurité nationale. La sentence de la Cour devait être confirmée par les autorités militaires nigérianes.
Un peu de sport dans cette édition avec le démarrage des matchs de la phase de poule de la Ligue européenne des champions avec les clubs inscrits dans les groupes A, B, C et D. La deuxième partie des matchs de la première journée dans les groupes E, F, G et H est prévue pour ce mercredi. Voici un tour d'horizon des différentes rencontres à l'affiche. La dernière partie des matchs de la première journée de la Ligue européenne des champions sera disputée ce mercredi. Après les groupes A, B, C et D, ce sont les E, F, G et H qui entrent en compétition. Dans le groupe E, Bayern Munich et Manchester City se croisent pour la troisième fois en 4 ans en phase de groupe. En 2011, chacun l'avait emporté 2-0 à la maison. Et en 2013, chacun avait gagné chez l'autre en marquant 3 buts. Le Bayern de Pep Guardiola a enregistré le retour de Franck Ribéry, mais reste privé de Schweinsteiger, Javi Martinez et Thiago Alcantara, tous blessés. Pendant ce temps, Zabaleta et l'entraîneur Manuel Pellegrini sont suspendus côté Citizens. Dans l'autre match de ce groupe E, l'AS Roma reçoit le CSKA Moscou. Au sein de l'équipe italienne, 3 joueurs ont été ménagés ce week-end en championnat, notamment son leader d'attaque Gervinho, son vieux capitaine Totti et sa jeune recrue Aitorb. De Rossi étant suspendu, Seydou Keita devrait débuter la rencontre. Côté CSKA, l'entraîneur Leonid Slutsky déplore 3 blessés et 2 suspendus. Mais son équipe a déjà disputé 7 journées de championnat cette saison et enregistré 5 victoires et 2 défaites. Dans le groupe F, à Amsterdam, le Paris Saint-Germain va défier un Ajax qui rêve de jouer le trouble-fête face aux 2 favoris du groupe F, notamment le FC Barcelone et le PSG. Côté Ajax, le coach Franck Debout, qui a renoué avec la victoire ce week-end après 2 revers en championnat, dispose de tout son groupe. Dans l'autre match du groupe F, ce ne devrait être qu'une formalité pour le FC Barcelone face au petit poussé l'Hapoel Nicosie. Ce sera également l'occasion de voir si Lionel Messi, sans doute associé à Neymar et Pedro en attaque, confirme son retour sur l'échiquier européen. Dans le groupe G, après 4 victoires en 4 matchs de championnat, Chelsea étirera-t-il son carton plein à l'échelle européenne? En tout cas, le club de José Mourinho avait écrasé Schalke 3-0 2 fois la saison dernière en match de poule. Rien ne va plus en revanche pour le club allemand qui se traîne dans la zone de relégation après 3 défaites et 1 nul en Bundesliga. Le Sporting Lisbonne aimerait profiter des soucis de Schalke pour prendre de l'avance en vue du 2e biais qualificatif avec un voyage à Mirabor. Enfin, dans le groupe H, le FC Porto doit faire valoir son rang de favori en recevant le Bate Borisov. Le club portugais a fléchi ce week-end en championnat avec un nul qui suivait 5 victoires toutes compétitions confondues. La formation bélarusse, pour sa part, dont le championnat a débuté en mars, n'a connu que 2 revers en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Dans ce même groupe assez homogène, l'Athletic Bilbao reçoit le Shakhtar Donetsk, qui n'a signé que des succès en championnat, 6 au total malgré les événements qui secouent l'Ukraine et l'obligent à disputer ses matchs à domicile à Lviv, dans l'ouest du pays. Et pour refermer cette édition, retrouvons les principaux titres à la une des journaux parus ce mardi. Voici l'Afrique à la une. Pierre Claver Mbonimpa, maintenu en prison. C'est par cette nouvelle que nous démarrons la revue du jour. Malgré son état de santé, le tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura maintient en prison le président de la principale organisation de défense des droits de l'homme au Burundi, et ce en attendant un nouveau rapport médical. Jeune Afrique de conclure qu'il n'y a toujours pas de liberté provisoire pour Pierre Claver. Thierry Dakar, depuis le Sénégal, s'intéresse quant à lui au procès de Karim Wade. Depuis son lit d'hôpital, Bibo Bourgi a été auditionné. Le témoin clé du dit procès, écrit Le Canard, dispensé de comparution en raison de son état de santé, a finalement été auditionné à la clinique aux grandes dames de la défense qui n'a eu l'information que par voie de presse. En République démocratique du Congo, la polémique s'enfle à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Le sujet à controverse, la révision de la Constitution qui divise même la majorité présidentielle, constate Afrique Connexion. Le sujet qui déchaîne les passions n'a pas laissé de marbre, le président du Sénat révèle Africa Time. L'homme, peut-on lire, met en garde contre tout changement de constitution qui pourrait menacer la paix et la cohésion nationale. Au Togo, affiche à sa une News for Africa, les tractations à l'Assemblée nationale pour élire les membres de la CENI se poursuivent. La récente séance plénière, croit savoir Republic of Togo, a accouché d'une souris car les députés ne sont pas parvenus à s'entendre.
entente, c'est le message express de Ouattara, affiche Abidjanet. Ouattara demande au pro-Gbagbo de revenir dans la commission électorale, eux qui, à une majorité relative, ont voté pour le retrait officiel de la commission électorale indépendante. La revue du jour, nous la clôturons avec Panora News qui nous informe que le Tchad s'est finalement doté d'un nouveau code pénal, un code qui pénalise fortement l'homosexualité, mentionne le magazine d'information. Les peines encourues en cas d'homosexualité avérée, une amende de 50 à 500 000 francs CFA, voire 15 à 20 ans de prison ferme. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus. Au revoir.